Bonjour Naïka. Salut Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir, je suis ravie que tu viennes nous voir quand tu es à Paris. Ouais. Alors peut-être que certains de nos auditeurs et nos auditrices te connaissent, t'écoutent, et peut-être que d'autres pas encore. Donc la question que j'aime bien poser à tous mes invités dès le début, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. D'accord. Comme tu veux. Salut tout le monde. Je m'appelle Naïka. Je suis artiste, compositrice. Le seul truc que je vais aussi dire, c'est que j'ai plus trop l'habitude de parler qu'en français, donc j'ai un petit peu peur que je perds un peu mon vocabulaire des fois, mais T'inquiète. on va faire avec. Je suis artiste, compositrice, franco-caribéenne. Je suis née aux États-Unis et j'appelle ma musique, j'appelle ça le world pop. C'est un peu une infusion de mes cultures avec mon amour pour la pop, quoi. Est-ce que tu te définissais comme ça aussi à 10 ans? Non. Comment tu te C'est une voyais bonne quand tu avais question, ça. 10 ans? Quand j'avais 10 ans, je venais de découvrir la pop à travers Britney Spears, le R&B aussi avec Usher et Destiny's Child, Beyoncé et tout. Et c'est là, entre 8 et 10 ans, que j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire vraiment. Et j'ai un peu unlock ma passion pour ce monde-là. Et pour le travail de mon père, en fait, on a beaucoup déménagé. Et je voyais un peu comment ça se passait aux États-Unis avec justement le développement de la production de la pop, avec tout ce monde-là. Ouais. Et j'ai regardé ça avec des yeux pétillants et je dis c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je m'entraînais dans ma chambre avec mes parents. Ils pensaient que j'étais en train de dormir. Je mettais mon pyjama comme Britney Spears. Je me montrais mes estomacs. Les abdos qui n'existaient pas. Ouais, qui n'existaient pas encore. et ouais, donc à cette période-là, c'était vraiment quand j'ai toujours eu une connexion très intense avec la musique et un amour très passionné pour la musique. Mais entre 8 et 10 ans, c'est là où j'ai vraiment découvert la pop et que j'ai su que c'était ça que je voulais. Qu'est-ce qui te fascinait dans cet univers? Qu'est-ce qui faisait que tu avais les yeux qui pétillaient quand tu regardais et que tu y pensais? Je pense que c'était plusieurs choses. De un, comme je disais, c'était ma passion pour la musique, mais aussi d'incorporer la danse, les lumières, le showbiz, en fait. C'est ça qui me fascinait beaucoup et que j'ai hâte de continuer à développer. Et bon, on reviendra un peu à l'enfance, mais maintenant que tu le connais peut-être de plus près, ça te fait pas peur? Parce que parfois, l'image qu'on se fait d'un milieu est très différente de la réalité qu'il est. Ouais. Ça me fait oui et non. Oui, non, dans le sens où j'ai toujours su que c'était en moi et que c'est ce que je voulais faire. Oui, parce que, évidemment, il y a plusieurs couches. C'est grandiose, c'est toujours assez inconnu. Et il y a l'envie de vouloir vraiment bien le faire. Ouais. Et c'est pas vraiment une peur, c'est plus une anxiété de vouloir bien faire. Tu vois, Plutôt de l'anxiété de performance ou de l'incertitude, parce qu'on peut pas maîtriser je dirais, tous les paramètres. Ouais. Et donc, le fait que tu aies autant voyagé quand tu étais enfant, adolescente, qu'est-ce qui t'a le plus pesé? C'était le fait de quitter ma vie, quoi, et de devoir tout recommencer. De quitter mes amis, de quitter l'amour pour le pays dans lequel j'ai passé tant de temps. Ouais. L'endroit où j'ai collectionné des mémoires et des souvenirs, ouais. Et tout. Donc, et de devoir tout remballer et de tout recommencer. C'est pas facile, mais je sais pas, moi c'est tout ce que j'ai connu, donc j'ai toujours su que c'était difficile, c'était difficile, mais c'était aussi magnifique. Ouais. Et surtout t'avais pas d'autres comparaisons possibles, en fait. C'est ça que j'essayais de dire, c'est que j'avais pas vraiment d'autres comparaisons, mais c'est vrai que le fait de devoir tout quitter et tout recommencer, c'était ça le plus pesant. Je me demande à quel moment tu te poses la question de qui tu es.
de ton identité. Parce que finalement, parfois, quand on a grandi dans une seule et même culture, enfin, moi par exemple, tu vois, c'est vrai que je suis même pas sûre de m'être posé la question parce que, bon, bah voilà, mes parents tous les deux sont français, voilà, je suis française, j'ai toujours vécu en France. Et on se rend peut-être pas compte du privilège que c'est. Par rapport à des amis, voilà, des amis qui ont deux nationalités ou qui ont également pas mal bougé quand ils étaient enfants. Et je sais que cette question-là, du coup, est beaucoup plus difficile à appréhender parce que finalement, on n'a pas de réponse évidente. Ouais. Moi, cette question m'a vraiment percutée quand je suis retournée vivre aux États-Unis. Enfin, j'ai jamais vécu aux États-Unis avant. Donc même le fait de retourner, c'est bizarre, mais vu que en fait, je suis née là-bas, donc sur mon passeport, il y a écrit américaine. Et j'ai seulement déménagé aux États-Unis quand j'avais vers mes 15-16 ans. Mes parents habitaient on habitait en Afrique du Sud avant à Johannesburg. Et c'était mon adolescence, quoi. À Johannesburg, c'était magique. J'avais mes super bons amis. Enfin, j'adorais ma vie là-bas. Et mon père a très unexpectedly, il a perdu son travail. Donc, c'était un peu du jour au lendemain, quoi. On s'est retrouvés dans une situation un peu déstabilisante et particulière. Ouais. Et donc, mes parents ont décidé de recommencer leur vie, en fait, aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment dû faire face à cette question d'identité parce que c'était ma transition la plus difficile, je dirais, qui a pris vraiment des années pour moi. Et ouais, j'ai dû faire face à cette question parce que, en plus, j'arrivais d'Afrique. On me disait, tu viens de quelle école? Je disais, en fait, je viens d'un peu plus loin. Un petit peu plus loin d'Afrique du Sud. Ah, ok, il y avait des questions de... Quand les gens savent pas trop, surtout quand c'est aussi loin. Et après, j'ai été à l'université aussi aux États-Unis et c'est là vraiment où j'ai vraiment fait une crise très forte d'identité. Et ça m'a pris des années à me retrouver moi-même et à venir... à te reconstruire. Ouais, et à vraiment comprendre qui je suis et les différentes facettes, quoi, et de les accepter aussi. Et aussi de me dire que ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et juste vraiment de m'accepter moi-même, quoi, comme je le suis. Comment ça se manifeste, cette crise identitaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devienne difficile à vivre de ne pas avoir ces réponses? Comment tu t'en es rendu compte, en fait? C'est des super bonnes questions que tu me poses. Je m'en suis rendu compte à l'université, je pense, la première fois. Mais ça vient aussi à un moment quand tu te sens jamais accepté quelque part. En fait, tu te sens pas accepté dans les endroits qui sont censés être d'où tu viens. Et je pense que c'est là où les questions vraiment commencent à se poser et à devenir un petit peu compliquées. Oui. Et comment quelle devient ta stratégie un peu pour adresser cette question? Parce que ce qui est compliqué, je trouve, déjà, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais. Et qu'en plus de ça, est-ce que quelqu'un d'autre que toi-même peut te donner les réponses? Non, je pense pas. Parce qu'en plus, quand on fait face à des questions comme ça sur l'identité, sur soi-même, c'est tellement personnel. Donc, on peut seulement retrouver les réponses dans soi-même. Et je pense que ça vient juste avec acceptance, de s'accepter comme on est, de comprendre que la vie, c'est pas black and white, c'est pas simple. Et on vit dans un monde qui a beaucoup de gray area, tu sais. Donc, de zones d'ombre. Ouais. De zones d'ombre et d'accepter d'avoir lâcher prise un peu, quoi. Ça, lâcher prise et de s'accepter pour qui on est. Et je trouve que c'est seulement comme ça qu'on puisse y arriver, en fait. Même pour construire sa confiance en soi aussi, c'est juste ça. C'est de se comprendre soi-même, de s'accepter comme on est et de vraiment faire ce parcours, en fait, d'apprendre à s'aimer soi-même comme on est. Quoi. Ouais.
Est-ce que tu tombais à cette période dans le piège de la comparaison? Oui, je pense qu'on tombe toujours dans ce piège à des phases différentes de notre vie. C'est très dur d'en sortir, je trouve. C'est vrai, surtout en ce moment, enfin, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est genre, t'as toujours des distractions. C'est à portée de main. Je te jure. En fait. Et donc, c'est là où c'est important vraiment de revenir dans soi-même et de retrouver cet amour pour soi-même qu'on cultive tous les jours, quoi. Mais c'est vrai que en commençant mon parcours d'artiste et dans la musique, vraiment professionnellement, et de devoir trouver comment se présenter au monde, pour moi, c'était ça qui était un petit peu difficile, parce que je me retrouvais avec des discours dans ma tête que c'est trop compliqué, les gens ils comprendront pas, et je me retrouvais souvent à trop questionner dans ma tête comment je me brand, tu vois, comment est-ce que je me présente dans le monde avec tout ça, et c'est là où je me disais, ça aurait été trop bien d'être juste un truc, tu vois, sur lequel je pouvais me reposer et vraiment cultiver qui je suis en étant dans une bien case, simple, quoi. dans une case. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre la beauté aussi qui vient avec la pluralité. Oui, exactement, avec la pluralité, avec la complexité des choses. Et aussi, je pense que ce qui m'a beaucoup soutenu, c'est de voir tellement d'autres personnes qui pouvaient se retrouver dans cette histoire, dans cette expérience, histoire, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de sortir un son il y a pas longtemps qui s'appelle Layers, qui parle de ça. Et donc vraiment de cultiver ça, de cultiver mon histoire et d'être authentique, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui a du mal à s'accepter, pour réussir, voilà, si ce n'est à s'aimer, du moins à vraiment progresser dans le chemin pour l'amour de soi? Je pense que déjà, c'est de comprendre que c'est un parcours qui a beaucoup de hauts et de bas, que tout le monde vit ça d'une façon ou d'une autre. On est tous dans la même merde. On est tous vraiment en train de gérer et de galérer avec ça. Et on vit dans un monde qui projette qui projette de la perfection et qui projette une fausse réalité, quoi. Et il faut vraiment se le rappeler et d'être prêt à s'engager dans la route de le parcours qui mène à self-love, quoi, à s'aimer soi-même. Et c'est quelque chose qui est jamais linéaire, c'est quelque chose qui a des hauts et des bas, et de vraiment poursuivre, d'être persévérant avec ça et avec soi-même, et se donner... Enfin, on n'a qu'une vie, quoi. On est là et il faut... On se le doit à soi-même. Ouais. Et aussi, je pense que de revenir... Désolée, je t'ai coupé vite fait, mais de revenir vite fait dans ce qu'on disait avec la comparaison aussi. En anglais, ils disent « The comparison is the thief of joy ». Ça se traduit très mal. La comparaison, c'est le voleur du bonheur, du bonheur. Ouais, de la joie. Ouais. C'est exactement ça. Et ça même, moi, on se retrouve tous à tomber dans ce piège. Moi, je sais que ça m'arrive souvent et je dois me le rappeler, tu vois. Ouais. Et c'est un journey. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêtées, consciemment ou inconsciemment, de faire, qui justement étaient des obstacles à l'amour de soi? Ouais, j'ai arrêté de me parler mal dans ma tête. J'essaie de me parler avec de l'amour. Je vais plus jamais me dire « mais t'es trop bête, pourquoi t'as fait ça ?» Non. J'essaie vraiment de me parler avec amour, comme je parlerais avec quelqu'un à qui je tiens, comme je parlerais à ma famille ou mes amis. J'ai récemment trouvé ce concept du inner child, de l'enfant en soi, qu'il faut cultiver, dont il faut prendre soin. Prendre soin, comme si c'était... Comme si t'avais la version enfant de toi. Et qui habite toujours dans nous. Et qu'est-ce que j'ai arrêté de faire aussi? Franchement, pas mal de choses. J'essaie de ne pas aller sur les réseaux sociaux aussi souvent. Ça, c'est quelque chose que mon chéri m'a appris.
de ne pas passer trop de temps à être absorbée par les réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te faisait? Ben, de un, enfin, tu restes un peu dans un loop tu t'abrutis un peu toujours à regarder, et puis encore une fois, tu te compares, tu vois la vie des autres, etc. Et je sais pas, c'est un peu, ça devient, il y a des pour évidemment, mais il y a aussi le fait que ça devient abrutissant, quoi. Ouais. Et le fait, j'imagine que toi directement, enfin, il y a aussi des gens qui te donnent leur avis Ouais, ça c'est constamment. Ouais. Et Ça aussi, j'ai fait ça pour moi-même. J'arrête Ouais. de regarder trop les commentaires des fois. C'est je dur, galère un peu parce avec que ça, ouais. je sais plus avec qui j'en parlais. Je crois que c'était avec Hakim Djemili, on en parlait. En fait, on disait, voilà, ce qui est dur à trouver, c'est que d'un côté, évidemment, quand on est artiste, créateur, on crée pour soi et ce qui nous touche et voilà, notre vérité. Mais d'un autre côté, ben, il faut bien que ça plaise, Ouais, parce que c'est ça. sinon, ben, on ne peut pas le faire. Bah oui, surtout, ouais, c'est sûr. Et c'est très dur, je trouve, de naviguer là-dedans, parce que ne pas tomber dans je vais me comporter de telle manière pour plaire aux autres, mais peut-être me perdre en route. Ouais. Et d'un autre côté, bah, non pas non plus se dire je vais faire que ce que je veux, et au risque en fait de du coup peut-être pas toucher le public que j'aurais pu toucher sinon, quoi. 100%. Et avec tout le monde qui donne son avis, je me dis waouh, c'est comment même toi tu fais, j'imagine, entre quand t'as commencé à faire de la musique et maintenant, est-ce que ta façon de faire de la musique a changé? Je vais réutiliser ce terme, mais ma façon de faire de la musique est vraiment passée par une montagne russe, genre un roller coaster. Parce que j'ai fait une école de musique et c'était énorme pour moi, parce que j'ai pas grandi dans un environnement musical, j'ai pas grandi avec nécessairement ce support-là pendant ma croissance. Et c'était la première fois où j'étais entourée vraiment d'autres artistes, de musiciens, etc. Et moi, je savais rien à l'époque. Je savais juste que j'avais cette passion qui brûlait en moi et que je voulais cultiver et que je voulais développer parce que c'est ce que je voulais faire. Et je dis ça parce que ça a été un peu un double-edged sword, genre un bien et un mal. Ouais. Parce que tu te retrouves dans un environnement où tu es très jugé et tu perds un peu... Il y a un risque de perdre l'amour, en fait, pour la musique, parce que ça devient très... académique et carré. Carré, ouais. Et quand j'ai quitté l'université, j'ai déménagé à Los Angeles parce que ça a toujours été mon rêve d'aller là-bas à Hollywood et tout. C'était un énorme rêve depuis que je suis toute petite. Et je pense que l'environnement dans lequel j'étais, c'était toujours un peu avec cette mentalité scolaire il y a des règles et tu dois faire les choses d'une façon ou d'une autre. Et je me souviens, quand je me suis séparée de cette mentalité, je me suis séparée de cet environnement, que j'ai retrouvé le terme, juste créer. Je suis une créative, je suis une artiste. Je suis pas là pour faire des structures parce que c'est comme ça que ça marche à la radio ou c'est comme ça que ça se vend ou quoi. Et tout ça, enfin, il n'y a rien de mal du tout dans la musique commerciale. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Genre, j'adore ça. Mais quand il y a une méthode un petit peu mathématique à créer, pour moi, personnellement, je ne m'identifie pas trop à ça. Donc ça, c'était un petit peu un obstacle pour moi au début de ma carrière, d'être entourée d'un environnement qui te disait ce qui était bon et ce qui n'était pas bon et comment tu dois faire les choses. Et après, c'est toujours c'est toujours une balance, en fait, comme tu disais, de faire ce qui te plaît et la musique que toi, tu as envie de créer. Et de vouloir que, évidemment, ça place, quoi. Tu mets toute ton âme et ta personne dans une création et après tu la donnes au monde et elle t'appartient plus, quoi. Et les gens, ils disent ce qu'ils veulent de ça, ils s'en foutent que ça a pris des mois, une vie, toutes tes émotions, toute ton âme que tu as mis dedans. Et c'est vrai que c'est un peu... Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Au début, ça me perturbait beaucoup. Ouais. Au début, j'avais des anxiétés, j'étais comme... J'arrivais plus à respirer, j'étais comme merde, est-ce que ça va plaire et tout. Mais maintenant, c'est vrai que je me suis retrouvée... encore, ça vient avec la confiance en soi, avec le temps et tout. Et je pense que
à la fin, enfin, at the end of the day, fondamentalement, il faut créer ce qu'on aime soi. C'est ça tout le but. Tu sais qui le montre très bien, je trouve, et qui fait beaucoup de bien à l'industrie, c'est Doechii. Oh là là. J'adore. En fait, je trouve qu'elle est venue, elle a fait un doigt d'honneur à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Et elle a dit, mais en fait, je vais mélanger les genres, je vais casser les rythmes, je vais... Et je suis hyper admirative et reconnaissante qu'elle ait fait ça, parce que je trouve que ça montre bien qu'il n'y a pas de règles. Quoi. Que elle, pour le coup, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Et je pense qu'elle a pas mal bousculé l'industrie. T'en as pensé quoi quand tu l'as vue arriver et à ce point-là, en fait, mélanger, tu vois, les règles? Ouais. Bah, Doechii, ça fait un petit moment que je la suis. Et ça a été incroyable de voir son rise. Ouais. Et je pense que, et ça je le dis pour n'importe quelle personne qui veut poursuivre ses rêves en tant qu'artiste, ça vient avec de la maturité, avec du temps, et avec beaucoup de trial and error, et d'apprendre à se connaître, apprendre qui on est en tant qu'artiste. Et Doechii, je pense que dès qu'elle l'a trouvé, ça a fait comme un clic, et c'est là où elle a explosé, quoi. Et parce que elle aussi, moi je suis hyper admiratrice d'elle aussi, parce que ça fait des années que je la vois en train de grind et elle lâche pas l'affaire, d'approfondir son craft, et I relate a lot to comment elle en est arrivée à où elle est, parce que je la voyais sur YouTube à faire ses petits vlogs de comment elle faisait tout toute seule, et ses vidéos, etc. Genre. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de maturité, et dès que, enfin, je trouve que faut arriver à ce point justement où tu sais exactement qui tu es et ce que tu comment le traduire, comment traduire, comment t'exprimer. Ouais. Ça demande quand même, moi je trouve, de l'extérieur un niveau de confiance ou de désillusion, sûrement un peu des deux. 100%. Ouais. Mais tu vois, ne serait-ce même que de se dire je vais me lancer, tu vois, je vais me lancer dans la musique. Parce qu'on sait tellement qu'il y a peu d'élus, et qu'est-ce qui t'a permis d'y croire, alors que j'imagine peut-être des personnes autour de toi ont quand même eu des doutes, et que même toi-même, tu ne pouvais pas avoir la certitude que t'allais pouvoir en faire, c'est pas juste un métier, c'est une vie, quoi. Ouais, c'est sûr. J'ai pas trop la réponse à cette question, à part le fait que c'est juste... Il faut avoir de la délusion en soi, quoi. Comme tu disais, il faut être... faut être un peu delusional. Mais aussi, je pense que n'importe qui fait ça le dirait aussi. C'est juste quelque chose que tu sens en toi, c'est comme une flamme qu'il y a dans toi, et que tu dois respecter et vraiment cultiver au plus. Et je pense que du moment que tu continues à te battre et à poursuivre ce que tu sais qu'il y a dans toi, que le reste du monde évidemment ne peut pas voir, du moment que tu t'arrêtes pas, le failure is stopping. Genre le moment de il y a pas d'échec tant qu'on sait pas arrêter. Non. L'échec, comment tu l'as l'appelé? J'ai dit il y a pas d'échec tant qu'on sait pas arrêter. L'échec, c'est quand tu t'arrêtes, je pense. C'est quand tu continues, quand tu as ce rêve, quand tu as cette passion, tu le dois à toi-même de le poursuivre pour voir jusqu'à où ça va. Après, si tu veux plus le faire et si ça résonne plus avec qui tu es, ok, mais en tant qu'artiste, si tu le dois à toi-même et à ce don qui t'a été transmis, de le poursuivre à 100%, quoi. Ça ressemblait à quoi pour toi les débuts, quand tu sors de l'université et que tu arrives à LA? Wow. Tu te dis, c'est quoi là mon programme? Mais oui, mets-toi confortable. C'est le but. C'est mieux. Mes débuts. Ah là là. Parce qu'en fait, quand il y a tout à faire, c'est à la fois grisant, parce que du coup, tu vois, personne ne sait encore qui t'es, tu peux encore tout te permettre, il n'y a pas encore tellement de pression, voilà, mais d'un autre côté, par où on commence? C'est par où? Comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire? Ok, je te raconte on a un petit temps. Je vais te raconter mes débuts. Alors, j'ai fait 4 ans d'université en étudiant la musique. Ensuite, je déménage à Los Angeles. J'ai eu un énorme privilège de pouvoir déménager dans cette ville avec d'autres de mes amis qui étaient à l'université. Et
qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à beaucoup composer et à beaucoup écrire et à aussi faire beaucoup de choses, de gigs à LA. J'étais partout. J'ai fait des gigs, mais j'ai fait des... pour gagner ma vie, je faisais des mariages, je chantais à des mariages, je chantais dans les casinos, je chantais dans les événements de corporate events. Je faisais même des... Oh. Tu l'as en anglais, c'est ça? Non, c'est juste que c'est un peu genre... Je faisais des covers à l'époque de... Tout ça, c'était pour gagner ma vie quand je suis arrivée à LA. Je faisais des covers de lounge. Genre, c'était des chansons tu sais, quand tu vas dans les trucs et tu vas dans la version un peu la version lounge jazzy, ouais. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages maintenant, ils font on dirait trop que c'est toi, est-ce que c'est toi? Et je suis comme Moi, j'ai toujours adoré. Et souvent, parfois, je demandais même où est-ce qu'on peut le retrouver. Et on me disait, bah, tu peux pas. J'étais là, ok. C'est sous un alias et j'envoyais ça et j'en faisais plein. Mais maintenant, je les entends toujours. Genre, l'autre jour, je sais plus où j'étais, j'entendais ma voix dans le petit café. J'étais comme, ah ouais, ok, donc ils sont toujours en train de jouer ça. Et donc, après, quand je suis arrivée à LA, donc je composais beaucoup parce que je voulais préparer mon premier. Ce que j'ai pas dit, c'est quand j'étais à l'université, j'ai sorti mon premier single. Ok. Et c'était intéressant pour moi parce que mes 4 années de là-bas, j'étais comme une petite souris dans ma coquille en train d'observer. J'apprenais beaucoup à travers les autres élèves qui étaient là. Et quand j'ai finalement senti que j'étais prête, j'ai sorti mon premier single. Et quand j'ai sorti ce single-là, j'étais un peu en mode guerrilla marketing. Je l'envoyais à tout le monde. J'étais sur YouTube. J'ai envoyé à plein de chaînes YouTube différentes que je pensais qu'ils pourraient bénéficier de ce son. Et il y en a une seule qui m'a répondu. Et c'était des frères qui faisaient des vlogs sur les voyages. Ils ont dit, ah ouais, on aimerait, parce que je leur disais, est-ce que vous voulez utiliser ma musique? Allez-y, vous n'avez pas besoin de me payer ni rien, juste utilisez-la. Moi, ça me ferait une belle visibilité. Voilà, une visibilité. Donc, ils ont utilisé peut-être 20 secondes de ma chanson, le début. Et la vidéo a eu 2 millions de vues. Et beaucoup de gens ont commencé à se demander qu'est-ce que c'est cette chanson. Donc, ils ont commencé à Shazam. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée à avoir genre 10 000 streams par jour avec cette chanson. Et pour moi, enfin, c'est énorme. Bah surtout pour ton premier single. Et pour mon premier single, ouais. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à... Il y a des labels, des maisons de disques qui ont commencé à me contacter. Et moi, à l'époque, j'avais pas de manager, j'avais rien. Et je pensais que c'était avec les maisons de disques que j'allais réussir. Tu vois, je pensais que c'était la réponse, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et donc j'ai signé avec une maison de disques qui était basée en Allemagne à l'époque. Évidemment, ça s'est pas bien passé, j'avais aucune structure, j'avais aucune knowledge ni rien. Et quand j'ai déménagé à LA, j'ai sorti peut-être deux sons avec cette maison de disques. Et j'ai appris une très grosse leçon dans ma vie pendant cette période-là. Parce que moi, à l'époque, j'ai toujours pensé... Et je pense que aussi avec les artistes en tant que femme, il y a cette impression que on va te trouver, on va te cultiver, on va tu vois, développer, grandir, on va développer ta carrière. Exactement, quelqu'un va le faire pour toi. Et moi, je pensais que c'était comme ça que ça se faisait, tu vois. Et est venu le moment où il fallait filmer mon premier clip. Et moi, à l'époque encore, je voulais pas trop overstep, je voulais pas déraper ou quoi. Je dis, ils savent ce qu'ils font, c'est une grosse maison de disques, ils savent ce qu'ils font, je vais les laisser faire. Et je donnais mes idées, mais je voulais pas trop interfere. Et quand j'ai vu que le clip, en fait, c'était vraiment... Genre, il était vraiment nul. Genre, absolutely not what I wanted, tu vois. Et ça a cliqué pour moi. En fait, ils savent pas trop ce qu'ils font, de un. Et quand on a filmé le clip, je l'ai vu la première fois, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai dit personne va voir ce clip. Moi, je vais jamais le regarder encore. Et j'ai appelé un pote à moi qui faisait des vidéos et je lui ai dit, mec, j'ai une proposition à te donner, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai juste ça, mais j'ai toute l'idée, est-ce que tu crois qu'on peut réaliser ça ensemble? Il m'a dit oui, pas de problème, on a appelé des potes et tout. Et j'ai fait mon premier clip qui s'appelle Oh Mama. Et c'était une chanson sur le fait que, justement, je venais de déménager à LA sans ma famille. Enfin, je savais pas du tout où j'allais. C'était la vraie vie qui commençait après l'école et tout.
Et donc, on a tourné ce clip-là. C'était moi et mon pote. On l'a fait tous les deux ensemble. Et j'étais tellement fière de cette vidéo. Et c'est là où vraiment ça clique pour moi. I can do it myself. Genre, je peux faire ça toute seule. J'ai pas besoin de personne d'autre. En fait, j'avais pas de confiance en moi à l'époque. Et c'est là où vraiment ça a été le premier petit déclic où j'ai commencé à installer la confiance en moi et à me faire confiance. Ouais, trust myself. Et à partir de là, ça a vraiment mis un peu le fuel sur la flamme. Et maintenant, on m'appelle la DIY Queen. Genre, il faut d'abord que je me calme un peu parce que je commence à avoir une belle équipe avec mes très bonnes amies d'université d'ailleurs. Et on construit ça tout ensemble, mais pendant des années, enfin les 2 premières années, j'étais genre on the grind, genre je faisais, même quand je faisais mes clips et tout, je peignais mes trucs, genre j'étais vraiment, et j'étais fière de ça parce que je voyais ce que j'étais en train de construire avec mes 2 mains, quoi. Et sans l'industrie et aussi, enfin justement, I felt like a boss lady, you know. Et pour revenir à ta question, donc du coup à LA quand je suis arrivée, c'était beaucoup de ça, c'était beaucoup de figure it out, de DIY. Après j'étais plus avec mon label, heureusement après 2 ans on s'est séparés amicablement et ça a pu bien se faire proprement. Et j'avais mon EP que j'étais en train de préparer, mon mini mixtape qui s'appelle Lost in Paradise. Ça je savais que je voulais le sortir toute seule en tant qu'indépendante et sans le label. Et donc j'étais en train de préparer ça pendant un bon petit moment à LA, la première année ou les 2 premières années que j'habitais là-bas. Entre-temps, j'étais dans tous les showcases. À LA, ils ont des builds où tu fais des performances avec d'autres artistes. Donc tu as genre 5 artistes sur un bill et chaque artiste doit vendre au moins 20 tickets. Et à l'époque, tu vois, j'en faisais beaucoup des gigs comme ça et c'était surtout mes potes qui venaient me voir. Et donc, et je me souviens, genre, des fois, je transpirais, j'étais comme, putain, je vais pas arriver à vendre les 20 tickets. Une fois, j'avais un concert à LA que j'ai fait. Il y avait 2 personnes à mon show et c'était mes colocs. C'était mes 2 colocs. On les embrasse. On les embrasse, shout out. Mais j'en ai tellement... Enfin, j'ai fait tout, tu vois. J'ai fait les petits bars grungy, les coffee shops, les trucs. Et quand mon EP était prêt, je venais de me séparer avec mon label et Covid arrive, 2020. Et je me demandais, bon, qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je le sors? J'attends un petit peu. Et puis, je me suis dit, bon, ça sert à rien d'attendre, quoi. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, ni rien. Et pour moi, c'est là où je vois vraiment que l'iceberg, comme tu disais, commençait à surgir un tout petit peu de l'eau. C'est quand j'ai sorti mon premier projet. Et puis, ce qu'il y avait avant, c'était le grind. Tu sais, pas que le grind s'est arrêté après que le projet soit sorti, mais c'était vraiment mon premier truc concret que j'avais à offrir. Et ça a été reçu comme tu voulais, comme tu l'imaginais? Ouais, en tant je suis toujours indépendante jusqu'à aujourd'hui. Et ça, en tant qu'indépendante, mon premier projet Lost in Paradise que j'ai sorti, c'était incroyable pour moi parce que c'est là où tu vois que les gens commencent à écouter. Je vois des gens du Brésil qui écoutent, des gens d'un petit peu partout. Et j'ai pas pu faire... En fait, pour moi, quand ça a vraiment été réel, c'était mon premier concert après que j'ai sorti le projet. C'était d'ailleurs à Paris, ma première tournée. Très bon choix. 2022. Franchement, très bon choix parce que le public était incroyable. Et quand j'ai vu les gens qui chantaient mes paroles, ça a changé ma vie, quoi. Parce que c'était plus des chiffres sur l'écran, c'était vraiment des personnes qui étaient là, qui vivaient la musique et qui ont vécu des expériences à travers la musique. Donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Voilà. Comment tu fais pour pas te remettre en question quand t'as que 2 inscrits à ton showcase et ouais, finalement, à ne pas laisser la petite voix négative qui te dit que c'est pas fait pour toi ou qui te renvoie une forme, tu vois, d'échec. Comment tu fais pour ne pas la laisser gagner? Je pense que j'ai toujours su que cette voix, elle allait toujours être là. Et
j'ai toujours su que ça faisait partie du parcours, en fait. Parce que je me renseignais, tu vois, j'écoutais d'autres artistes que j'admire et tout, et j'entendais leur histoire, et je voyais que ça faisait partie du truc, ça fait partie de l'expérience. Donc, une fois que tu sais ça, quand ça vient, tu le prends avec de la patience, avec un peu de recul aussi. Tu dis, OK, bon, c'est ce que je ressens maintenant. Demain, ça ira mieux. Si j'ai besoin de ressentir ces émotions négatives, so be it, que je les ressente. Mais demain, c'est un nouveau jour. Et demain, il y a d'autres opportunités qui arrivent, tu vois, et de vraiment pouvoir le prendre à distance. C'est important. Parce que ça va toujours exister. C'est toujours là. Entre la voix qui est là et la voix qui est dehors avec tous les gens qui te disent que tu peux pas, que tu vas pas réussir, c'est pesant, mais ça fait partie du truc, quoi. Après, c'est à toi de filtrer et de continuer. Est-ce qu'il y a eu un jour particulièrement difficile? Genre, was there a hardest day? Ouais, there was a lot of hardest days. Il va continuer à en avoir, hein. Que je puisse réfléchir maintenant. Je pense que quand tu me poses cette question, je retourne à cette période de temps. En fait, c'est plus une période de temps qu'un hardest day. Où genre, j'arrivais pas à payer mon loyer. Mes parents, ils m'appelaient au téléphone, rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais? Va travailler un vrai genre go do a real job. Ça suffit. de vraiment avoir peur de pas... cette peur-là de pas pouvoir... genre avoir moins 5 sur ton compte en banque et de pas savoir comment... Enfin, genre, c'est vivre de l'art, ouais. Et donc, je pense que c'est cette période de temps-là qui devient un peu pesante qui est très pesante et encombrante. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné à cette période-là? Ce que je faisais à cette période-là, pour être honnête, je regardais beaucoup de vidéos YouTube de motivation pour me continuer à persévérer. Et j'ai pas vraiment de conseils particuliers qui viennent en tête là maintenant, mais faut tirer de toutes les ressources possibles pour continuer à être motivé, quoi. Et il y en a beaucoup. Quand tu vas les chercher, il y en a. Que ce soit, encore une fois, les artistes que tu admires qui font ce que tu veux faire et que tu vois leur parcours et tu peux voir qu'ils ont... Quand tu as des ambitions comme ça vient pas facilement, quoi. Mais moi, j'ai toujours su ça. Donc, j'ai jamais... Même plan B, enfin, on me disait, il faut que tu aies un plan B. J'avais pas de plan B. T'en as un, là? Toujours pas, non. Je crois pas en ça. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute petite, je sais que c'est ça que... C'est my purpose on this earth is to do what I'm doing. Genre, c'est dans moi. C'est pour ça que je suis là. Est-ce qu'il y a un parcours qui t'a particulièrement inspiré? D'autres artistes? Ouais. Un qui m'inspire maintenant, c'est Doechii, c'est sûr. Beyoncé m'a inspirée, mais d'une façon différente, parce que Beyoncé, elle a eu ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est le renforcement et le support familial où sa famille a tout quitté pour la développer depuis un très, très jeune âge. Et moi, ce que j'ai dû arrêter de faire aussi dans ma tête, c'est de me dire si j'avais été pris au sérieux depuis que j'ai commencé, enfin depuis plus toute petite, si seulement j'avais été prise au sérieux pour cultiver vraiment cette passion, où est-ce que je serais aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est un truc que faut que j'arrête de me poser parce que on peut rien y faire, on est là et je suis très fière de ce que j'ai pu construire déjà jusqu'à maintenant. Mais elle, son parcours m'a inspiré beaucoup juste dans le terme, enfin dans le work ethic, tu vois, c'est une bête de travail, cette femme. Et donc ça m'inspire beaucoup. Je pense que c'est les deux qui viennent en tête maintenant. Comment est-ce que tu choisis quoi écrire et quoi ne pas écrire?
Parce que je me dis, ça touche, comme tu dis, à l'intime vachement, la musique. Finalement, ce qu'on entend dans les paroles, c'est des sentiments, c'est des émotions. Donc, tu vois, il y a à la fois la question de jusqu'à quel point on peut se livrer, où est-ce que je m'arrête, et d'un autre côté aussi la quantité. Je pourrais parler de tellement de choses. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, voilà, dans tel album, je vais parler de ça? Pour moi, je pense que j'ai toujours... j'ai encore plus à exprimer. Je me retiens un petit peu toujours, je vois que je me retiens toujours un peu dans la vulnérabilité, parce que quoique je suis très vulnérable dans mes chansons, mais c'est vrai que des fois je me retrouve à être, ok, on va pas dire ça tout de suite. Peut-être qu'un jour, je me retrouvais à pouvoir avoir le courage de vraiment tout expose myself fully. Je pense que oui, mais pour l'instant, je suis on y va petit à petit. Ce qui m'inspire pour écrire, c'est, enfin, tout, la vie, comme tu dis, c'est un grand canvas. Ce que moi, évidemment, les expériences que moi je vis, les expériences que mes amis ou ma famille vivent, des choses que j'observe dans la rue, dans les films. J'ai mes notes dans mon téléphone. À chaque fois que j'ai une idée ou un titre ou quelque chose, immédiatement, ça va dans mes notes. Du coup, quand je vais au studio, j'emmène ça avec moi. Des fois, j'arrive avec une idée très particulière avec ce que j'ai envie d'écrire. Et des fois, je laisse la musique qu'on est en train de créer m'emporter et de voir quelle est la racine derrière ce son. Qu'est-ce que ce son a envie de dire, tu vois, à travers la musique, au lieu de venir avec l'idée particulière. Donc ça dépend des jours. Pour quelle chanson t'as le plus pleuré en écrivant? Waouh, il y en a que j'ai pas sorti, que j'ai vraiment bien... Que t'as pas encore sorti? Que j'ai pas sorti, que tu ne sortiras pas? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'était plus une session de thérapeutique pour moi, plutôt que c'était pas nécessairement là, le résultat n'était pas nécessairement quelque chose que j'ai trouvé assez bien pour sortir ou quoi. Mais pour te dire la vérité, une des chansons qui m'a bien fait pleurer pendant et après, c'est Belle Belle de lui. Belle Belle, c'est une des premières chansons que j'ai composées en français. Et je sais pas pourquoi cette chanson, elle me touche beaucoup. Je sais pas, je trouve qu'en tant que femme, on a tellement de pression, like societal pressures. Et c'est quelque chose qui... Je sais pas, genre quand on avait fini la chanson, j'ai beaucoup pleuré en écoutant cette chanson. C'est puissant. Ouais. Avec quoi t'as le plus de mal aujourd'hui dans ce qu'on attend des femmes? Ouh, Louise. Psychanalyste professionnelle. Je te jure. Ah, mon Dieu. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis toujours en train d'apprendre un nouveau truc tous les jours, tu vois. J'étais très protégée quand j'étais petite. Et c'est dans ma vie adulte que j'ai commencé à vraiment voir, en tant que femme, ce que ce qui pèse, tu vois, en vivant dans ce monde, in this man's world as a female. Mais ce que je réalise de plus en plus, c'est la force féminine. Et ce qui me pèse, c'est à quel point cette force-là est continuellement étouffée. Et alors que c'est la force la plus puissante, je pense. Et c'est une force magique. Et je vais te dire la vérité, je me souviens plus de ta question, mais pour moi, la force féminine, c'est l'étouffement de cette lumière-là, de cette force-là. C'est quelque chose qui me... C'est ce qui te pèse le plus. Mais c'est très vrai. Et tu sais quoi, je trouve que c'est même... on peut le représenter métaphoriquement par la
considération qu'on va avoir d'un corps d'homme fort et musclé versus le corps d'une femme forte et musclée. Qu'est-ce qui explique, fondamentalement, est-ce que ça fait sens de valoriser le muscle masculin, mais pas le muscle féminin, c'est vrai, hein. si ce n'est parce qu'on ne souhaite pas que la femme soit forte. Et depuis que j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais j'ai presque envie de me faire des gros biceps, tu vois, pour être en mode, et alors vous allez faire quoi? Ouais, mais moi je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à célébrer cette balance, tu vois, d'énergie. Je trouve qu'elle existe pour une raison. Et moi, je suis pas là à dire like fuck man et tout. Non, j'adore les hommes aussi. Je trouve que ce qui m'insupporte, c'est encore une fois, c'est le power dynamics. Et la domination de l'un sur l'autre. Ouais, et le manque de respect, en fait, qu'il y a. Genre, au lieu de protéger, on détruit, on abuse. Et c'est ça, vraiment, le problème, tu vois. C'est qu'on n'est pas en train d'honorer, de uplift et de c'est quoi le mot que je cherche, like, de cultiver ou de protéger, ou de respecter ou d'honorer même, tu vois. Et pourquoi il n'y a pas un monde où on peut se respecter l'un et l'autre et de voir qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses et de vivre en harmonie, quoi. Ouais, sans cette dynamique de dominant-dominé. Ouais. Quand est-ce que tu l'as ressenti dans ta vie? Déjà, je suis dans l'industrie de la musique, alors... Mais ce qui est bien là, c'est qu'on voit quand même un changement petit à petit des choses. Genre là, l'autre jour, on a eu un meeting on était dans un meeting et puis c'était une énorme table. On était genre 14 personnes et on était que des femmes. Il y avait un mec sur le côté. J'étais comme, what's up, bro? Killing it. On va te donner une chaise à la table. Ouais, mais... quand est-ce que je... Même personnellement, tu vois, je trouve que parfois, il y a des moments dans la vie et ça nous heurte de manière assez violente, quoi. En fait, c'est réel, quoi. Ouais, je pense que c'est je pense qu'on a tout un peu cette expérience à notre propre façon, mais en rentrant dans mon adolescence, en tant que jeune femme. Et que tu commences à être sexualisée. Ouais, tu commences à subir des trucs qui te font sentir... genre comme ça. Ouais. Tu commences à vivre, à vraiment comprendre le monde dans lequel on vit, quoi, et voir que t'es pas respecté en tant que personne. Ouais. Donc je pense que c'est ça, c'était quand cette porte-là est ouverte en rentrant dans like puberty et en tant que femme. Quand tu commences à devenir une femme et ce qui vient entraver, je pense d'ailleurs, ta construction en tant que femme, parce que du coup, moi ce que j'ai ressenti, ce que ont ressenti pas mal de femmes, c'est qu'on existe beaucoup plus dans le regard de l'autre et dans le regard de l'homme notamment, et du coup on en vient à ne plus savoir ce qu'est le propre regard qu'on porte sur nous-mêmes, et à ne pas le valoriser non plus, et à ne pas le valoriser, et avoir du mal vraiment à le légitimer, quoi. Ouais, et à l'honorer. Ouais. Ça, c'est tout un podcast en soi. Hein. ouais, ou tout un livre. C'est la beauté de... Non, mais c'est pour ça que ça m'intéresse toujours de savoir comment les artistes, ils font un peu leur choix d'écriture, parce que je me dis... il y a tellement de chansons qui ont changé des vies. En fait, ça a un tel pouvoir de transformation de la société que ça doit être aussi difficile, en fait, d'arbitrer sur ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ce qu'on est prêt à dire, ce qu'on n'est pas prêt à dire. Surtout comme quand on disait, il y a l'opinion des gens qui viennent derrière. Et quand tu parles des expériences personnelles et de choses vraiment qui te tiennent à cœur et qui font partie de qui tu es, quand tu donnes ça au monde et qu'après les gens ils ont des opinions, c'est un peu difficile. Et le fait d'avoir un compagnon, un mec dans le même industrie, est-ce que ça te faisait peur? Non,
Non. D'ailleurs, je trouvais que c'était cool parce qu'on pouvait parler de... Et on en parle toujours, enfin, que c'est cool qu'on puisse comprendre est-ce que l'autre nos vie... vécus. Ouais. Et vous arrivez à pas être dans la comparaison Enfin voilà, il y a différentes manières où on peut l'être, mais je me dis, putain, qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment exactement le même taf que toi. Ouais, non, franchement, enfin, j'ai énormément de chance parce que j'ai un partner qui est tellement supportive, qui il m'encourage tellement enfin, j'espère que c'est mutuel. Moi aussi, je suis là, genre, son number one fan. Et donc, on a vraiment cette chance-là de ne pas tomber dans ça. En plus, je pense qu'on a quand même deux mondes un peu différents. Donc, non, je pense que, heureusement, jusqu'à présent, ça va été Et vous arrivez à bien vivre l'amour, entre guillemets, que les autres projettent sur toi ou sur lui. Parce que c'est un truc qu'on sait avec les artistes, c'est très idéalisé. Ouais. Et il y a des fanbases qui se développent. Et comme on n'est pas calibré en tant qu'humain à... c'est bien dit ça. Tu vois, à accepter que notre partenaire est toute cette mer de fans. Ouais. Comment on arrive à le gérer, en fait? Ouais, it's a tricky one. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Comme un truc à parce qu'en plus, c'est des gens qui ne le connaissent pas, donc il y a un côté vraiment un peu irréel. Mais je comprends aussi parce présent, que tu vois quelqu'un sur les réseaux, tu les vois devant toi, t'as l'impression de les connaître et donc je peux comprendre ça aussi. Mais encore une fois, il faut vraiment avoir genre confiance en soi et dans la relation, tu vois, et de faire... have faith in one another, tu sais, et de revenir, et aussi je sais pas, c'est tout un... I'm still figuring it out, je suis toujours en train de... Oui, mais c'est vrai que la confiance, en vrai, c'est l'ingrédient principal. Ça revient toujours à ça. Genre de pas se laisser emporter avec le monde qui est un peu irréel, tu vois, et de revenir en soi et à la fin de la journée, on rentre et on est bien. Et puis c'est bien aussi, je pense, c'est important d'être entouré de gens qui te gardent sur terre, tu vois, qui n'ont pas peur de te dire quand tu dérapes ou qui n'ont pas peur de te dire... Te dire tes 4 vérités, te dire tes 4 vérités, exactement. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que tu acceptais dans tes précédentes relations que tu n'acceptes plus maintenant? Et en fait, finalement, tu vois, pour... qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt qui t'aurait permis d'avoir des relations amoureuses plus saines? Je pense que ça revient encore à la confiance en soi. Et de ne pas me laisser embobiner à faire des trucs que je voulais pas faire, en fait. Maintenant, j'accepterais plus ça. C'est dur parfois de savoir... ce que tu as envie de faire pour faire plaisir à l'autre, ou ce que tu as envie de faire et que tu as vraiment envie de faire pour toi, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui se perdent en effet dans cette idée que si ça fait plaisir à l'autre, alors et c'est qu'on a envie. Je pense que aussi, après, je sais pas, peut-être je dis ça parce que moi, je suis une femme et je vois mes copines qui en tant que femme, je pense, des fois, on a tendance à se perdre pour l'autre dans la relation et d'oublier qui on est en fait et de se mold, comment tu dis, de se fondre dans l'autre personne pour maintenir la relation, pour se sentir plus aimé, pour plusieurs raisons et ça c'est quelque chose que je ne referai plus. Et qu'on recommande en effet. En fait, ce qui est dur, c'est que c'est très lié à des schémas qu'on a été habitué à voir aussi, quoi. C'est, je pense, quand on a eu des exemples d'amour pas forcément sains, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans les films, en fait, c'est assez difficile de prendre du recul et de se dire en fait, moi, ce sera pas comme ça. Et j'espère vraiment que... Et ça commence à changer, tu vois, je trouve, dans les séries. Enfin, on a quasiment le même âge. Tu vois, mon ado, pré-ado, je regardais Gossip Girl.
où il y a quand même plus d'un moment border niveau consentement ou autre, tu vois. Et maintenant, en fait, il y a Sex Education, qui est genre une série, tu vois, hyper inclusive, hyper pédagogue. Ouais, c'est vrai. Et je me demande ce que ça va changer dans la construction des ados, mais ça peut que faire du bien, quoi. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Parce que mine de rien, tu vois, Chuck et Blair, c'est quand même l'exemple de plus on se fait mal, plus on s'aime, en fait, tu vois. Et t'es là, genre, et on est tous là, encore aujourd'hui, on pense à Chuck en mode waouh. Et c'est juste parce qu'on nous a appris à désirer ça, donc en fait, il faut juste changer ce qu'on apprend à désirer. Hein. Ouais, 100%. Et que l'éducation de l'amour sain soit configurée différemment. Quoi. En même temps, personne, tu sais, je trouve que c'est un vrai sujet, ça. L'éducation, qu'est-ce qui relève du public et qu'est-ce qui relève du privé. Et j'en parle pas sur le podcast avec des experts et tout, et certains disent non mais en même temps ça c'est pas le rôle de l'école, mais en fait je me dis ouais mais à partir du moment où la famille elle est défaillante, en fait l'école on les apprend aussi. L'école devrait devoir en fait avoir au moins des options pour pallier à voilà, que ce soit les sujets d'éducation, de genre, de respect, de consentement. En fait, c'est à la famille, oui, c'est de l'ordre du privé. Ouais, mais c'est pas toujours garanti. Mais si la famille le fait pas, du coup, quoi, on vit dans une société où personne ne consent à personne, ne respecte personne. Et j'ai pas de réponse sur la voie à suivre, mais je pense que des programmes. Je pense que c'est déjà, dans les programmes ou dans le monde dans lequel on vit en général, de vraiment implémenter. De mieux diriger la narrative, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est souvent, on peut pas apprendre ça à la maison, sachant que beaucoup de fois, les parents, ce sont juste des enfants qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ne pas l'apprendre à l'école ? Après, c'est pas quelque chose d'objectif non plus, donc. C'est quoi la leçon la plus impactante que t'aies transmise tes parents ? Ma mère est pleine de leçons impactantes. Waouh, la leçon la plus impactante que mes parents m'ont transmise. Mes parents m'ont appris à être une bonne personne. Et ça, c'est quelque chose que je les remercie beaucoup. Ils m'ont appris à respecter les autres. Ils m'ont appris depuis très jeune que je ne suis pas le centre du monde et que la vie ne tourne pas autour de moi, quoi. Et la valeur des choses depuis que je suis très petite. Et donc, ça, je leur en suis très, très reconnaissante. J'ai toujours vu mes parents aider tout le monde. Enfin, même un petit peu trop. Genre, mon père en particulier, il a tendance à trop faire pour les autres. Mais je leur en suis très reconnaissante de ça. Et aussi, enfin, ma mère, c'est une queen. Ma mère, c'est un caractère de boss lady. Et ma mère, elle m'a appris depuis très jeune ce que c'est le travail, ce que c'est le respect pour soi-même. Et ma mère, c'est l'épitome de la femme like boss lady, tu vois. Et c'est fou qu'on n'ait pas de traduction du mot boss lady en français. Femme. Je sais pas. non, mais ouais, c'est... Mais ma mère, elle c'est, comme on dit en créole, une chien enragée. Elle est genre... J'adore. You can't mess with my mom, tu vois. Et ça c'est une leçon. J'ai appris ça d'elle aussi. Elle me dit toujours, petite tigre, c'est tigre. L'enfant du tigre, c'est aussi un tigre. Alors, j'ai beaucoup... Enfin, ma mère, c'est une idole pour moi aussi. Et encore une fois, genre le respect de soi et des autres. T'as des tatouages ? Oui. J'ai commencé par lequel ? Le premier tatouage que j'ai fait, c'est sur ici. Ouais. J'en ai un là côte. aussi. Tu as écrit quoi, toi ? Je pense qu'on peut le voir. Fais voir. Oh, unapologetic. J'adore. T'as fait ça avec le one needle. Je non ? crois. Ouais, moi il est plus épais le mien.
Moi, il y a écrit Malaika. Ok. C'est Swahili, ça veut dire mon ange. Et en fait, c'est une chanson qu'a repris... je sais pas si elle l'a repris ou si c'est elle qui l'a chantée. Non, je crois que c'est une reprise de Myriam Makeba. Et c'est une chanson que ma famille et moi, on a découvert quand on est arrivé en Afrique, au Kenya. Et ma mère m'a toujours chanté cette chanson en tant que berceuse. Et même pour mon anniversaire, elle me la chante. Et la chanson, elle dit « Malaika, nakupenda malaika », ça veut dire « Malaika, mon ange, je t'aime, mon ange ». Et donc, c'est mon premier tatouage que j'ai jamais fait. Ma mère était pas très contente quand elle l'a vu, mais... Il y avait la signification C'est pas derrière grave. qui, quand même... Et puis, j'ai fait mon premier... J'ai des petits, j'en Ouais. veux encore un petit peu, mais c'est vrai que je suis pas trop, genre, gros tatouage, moi. Je préfère les trucs un peu délicats, cachés, mais... Tu parles combien de langues? 3,5. Ok. Je parle créole, français, anglais et un poquito d'espagnol también. Parce que j'ai déménagé à Miami et c'est là où je suis née d'ailleurs, je suis née à Miami. Et Miami, si tu parles pas espagnol, tu peux pas vraiment. C'est vrai, c'est gérer. marrant. Ouais. Ok. Ouais, c'est Latin America, Miami. C'est pour ça que j'adore. C'est un melting pot de tout type de culture latine, enfin hispanique et aussi caribéenne. Et donc j'ai appris l'espagnol là-bas aussi. Ouais. Où est-ce que tu te sens chez toi? Si je te dis, là, Plusieurs demain, faut que tu ailles ouais. chez toi. Waouh. Bah, justement, j'ai ce privilège de pouvoir ressentir plusieurs endroits comme chez moi. Mes parents habitent toujours à Miami maintenant, donc là-bas, ça fait partie de chez moi. Ici, ça commence à devenir plus en plus. J'ai vécu 3 ans à Paris quand j'ai déménagé ici à mes 11 ans. 11, 12, 13, 2 ans. De 11 à 13 ans. J'adore Paris aussi. Je me sens bien ici. C'est une de mes villes préférées. Donc et je me sens aussi chez moi ici. Je me sens chez moi quand je rentre chez ma grand-mère en Haïti. Je me sens chez moi à Los Angeles aussi. C'est là où j'ai mon appart. Donc, dans plusieurs endroits. C'est cool. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Aujourd'hui, j'ai fait Pilates pour la première fois. C'est vrai? T'es allée où? À Snake and... comment ça s'appelle? Snake and Twist? Ok. Snake and Twist. Ok, t'as kiffé? Ouais. Et tu l'as pas fait à Demain, je vais Los kiffer Angeles? aussi quand je vais avoir ouais, mal les bonnes partout. Ça va être courbatures. cool. Mais non, Los Angeles, j'avais jamais fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour la première fois? J'adore cette question. Je sais pas, toi, t'as fait quoi pour la première fois récemment? J'ai rencontré le boss d'Instagram tout à l'heure. Waouh, Voilà. big one. Bah, mon premier podcast, hello. Ah ouais, Bah, hello, allez. on est là. On est là. Très bonne réponse. C'est vrai. Non mais en fait, ouais, j'aime bien, ça permet de réaliser, je trouve, si on prend un minimum de risques ou pas. Ouais, Et, il faut. Ouais, et en fait, parfois, sans s'en rendre compte, Enfin, moi, je suis quand même une créature d'habitude, tu vois, genre, j'aime bien manger les mêmes choses, voir les mêmes séries, lire les mêmes livres. Et je me dis, non, en fait, il y a tellement de bénéfices au fait, parfois, de faire quelque chose juste un peu différemment, ou de dire oui à quelque chose auquel on n'a pas l'habitude. Mais Je pense que c'est essentiel. la nouveauté fait peur. Ouais, il faut avoir peur. Il faut se mettre dans l'inconfort. Sinon, on vit les mêmes jours. tous les Ouais, jours. ouais. C'est Ouais, pas- mais dans un monde qui est de plus en plus incertain, Ouais, la sécurité rassure de plus en plus, quoi. c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Après, Et je pense qu'en effet, c'est le travers dans lequel aujourd'hui beaucoup de gens peuvent tomber, quoi, en se disant, bah, il y a plein de choses que je maîtrise pas, mais au moins ce que je maîtrise, c'est voilà, mon quotidien. Et ouais, et le monde peut même faire peur. Enfin, il fait peur. le monde fait peur, Il en fait vrai, très quand tu peur. regardes ce qui se passe aux Ouais. quatre coins du monde, quand C'est même. sûr. Et ouais, on oublie parfois. Tu te sens citoyenne du monde. Ouais, 100%. 100%. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez ce sentiment-là. Je dis on comme si j'embarquais tout le monde avec moi, mais je trouve on le ressent pas assez, et c'est pour ça qu'on est à ce point-là divisé. Ouais. Et je me demande pourquoi on nous Bah, c'est la peur. apprend pas plus C'est la peur. l'histoire du monde. C'est pour ça qu'on est plus divisé. C'est parce que c'est des barrières de peur, je pense. Mais peur de quoi? Ma peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de l'autre. Quand t'as quelqu'un qui est drastiquement différent que toi,
c'est inconfortable parce que tu sais pas, t'es dans le néant un peu et t'as peur de même de choses que tu sais pas de quoi tu vas avoir peur, tu vois. Ouais. Mais l'inconnu, comme Ouais. tu disais, ça fait peur et c'est pour ça que les réseaux sociaux, genre c'est ça qui est génial aussi, mais c'est ça que je comprends pas trop, comment ça continue à nous diviser autant alors qu'on est en train d'apprendre tellement l'un sur l'autre. Enfin, moi j'adore quand je vais sur TikTok et je vois quelqu'un qui vit je sais pas en Alaska ou un truc complètement différent de ce que j'ai l'habitude. Ouais. Et d'apprendre je trouve ça magnifique et c'est une opportunité qui s'était jamais présentée auparavant. On peut comprendre les autres, on peut justement approfondir nos connaissances sur l'inconnu, quoi, et c'est magnifique, mais quand même ça continue à diviser. Je sais pas, je comprends pas trop. Si toi, l'autre et la nouveauté ne te fait pas peur, qu'est-ce qui te fait peur? L'incertitude, la sécurité des gens que j'aime. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me préoccupe le plus. Ouais, je pense que c'est ces deux choses-là. Tu penses au quotidien? Comment? Par exemple, la sécurité des gens que t'aimes, tu penses tous les jours? Ouais. Si quelqu'un me répond pas dans 1 heure, je suis comme, ok, c'est passé un truc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quelque chose qui me perturbe. Mais je suis très anxieuse comme personne. C'est vrai? Ouais. Comment tu fais pour essayer de le gérer? Je commence à faire plus de méditation. J'ai appris ça il y a quelques mois. Et c'est quelque chose que je suis pas encore trop... Je commence à t'y faire petit à petit, quoi. Petit à petit, ouais. Mais en fait, je suis très sensible, comme je reçois tout d'une façon très pesante et intense. Donc, de respirer, ça aide beaucoup de faire vraiment des respirations intentionnelles profondes, d'écrire aussi. Après, évidemment, la musique, pour moi, c'est une thérapie pour moi aussi. Ouais, mais tu sais, je suis toujours en train d'essayer de trouver les méthodes. Ouais, tu m'étonnes. La chose, c'est le travail d'une vie. Ouais. T'as fait une thérapie, une vraie? D'aller voir une d'aller voir un psychologue. J'ai commencé. C'est elle, en fait, qui m'a appris qui commence à m'apprendre la méditation. Et c'est trop beau, en fait, comment elle le fait. Elle m'apprend à reconnecter avec le inner child, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et à la consoler, et à la faire savoir que je suis là pour la protéger, quoi, que je vais pas la laisser je vais pas laisser any danger get to her, tu vois. C'est ça qui t'a le plus aidé pour l'instant dans la thérapie? Je pense que ouais, ce qui m'aide beaucoup encore, c'est de me retrouver, enfin de center myself, tu sais, surtout que là, de plus en plus mon monde commence à être plus rapide et chamboulé et tout, et donc c'est bien de pouvoir se recentrer, respirer, d'être présent aussi. Je pense que moi, un de mes problèmes, c'est que je vis trop dans ce qui va se passer. Dans ce qui va se passer. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce qui m'aide beaucoup. Et avec ma manageuse Martha, on en parlait. C'est une très bonne amie à moi depuis l'université. Et maintenant, on travaille ensemble depuis peu et c'est génial. Juste une petite parenthèse. Je l'adore, Charlotte. On t'embrasse. Mais elle me disait, tu vois, elle disait... Et ça m'a marqué quand elle a dit ça. Elle dit, moi, je suis à un point dans ma vie où maintenant je sais que les choses que je fais, genre d'être avec mon grand-père qui a 80 et quelques années, c'est un moment que je retrouverai plus dans ma vie, les petites disputes avec ma mère, les trucs qui sont inconvénients et inconfortables. Enfin, je vais plus nécessairement les revivre de la même façon. Et pour ça, c'est quelque chose que je honor, tu vois, et que j'accepte, enfin, que j'apprécie. Ouais. Ça me fait apprécier encore plus ces moments-là, même si des fois c'est un peu pénible ou inconvénient ou quoi. Mais c'est quand même des moments, enfin, on est là, je les aurais plus, tu vois. Et encore une fois, on n'a qu'une vie et de vivre dans le présent, je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on puisse tous se faire. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré?
Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, parce que hier, j'ai pris l'avion. Non, je rigole, je pleure pas. Je pleure pas énormément, mais je pleure quand même. J'ai pas honte de pleurer. Ma mère, quand j'étais petite, elle me dit non, pleure pas. Je suis comme non. Ça, c'est une force aussi. Enfin, moi, c'est la façon dont je purge, je m'exprime. C'est pour ça que j'ai jamais parlé sur le podcast, que je comprends pas le tabou des larmes. Ouais, moi non plus. Ben, ça en me fait, gêne pas. on n'a pas choisi de pleurer, Ouais. en vrai. Ouais, c'est juste On une reproche façon à personne de sourire. purger. Donc, ouais, exactement, c'est vrai. Et c'est cool même quand j'ai des mecs qui le disent, tu vois, parce que il y a encore plus ce tabou-là pour le coup, pour les hommes, d'accepter de pleurer comme si c'était une forme de faiblesse. Ouais, et ça, je suis contente que quand même ça, maintenant, ça commence à... Ouais. à Mais ça être... commence vraiment... Enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression, dans mon milieu très progressiste, que, ouais, c'est bon, ça change. Et en fait, parfois, je reçois des gens, et en fait, tu te rends compte que dans leur milieu, ça n'a pas du tout changé. Et là, tu te dis, bah merde. Mais au moins, maintenant, disons que l'information est accessible. C'est ça. Exactement. Il faut juste la permission est là, quoi. La permission est là, il faut la saisir, et puis après, c'est une question de pratique. Ouais, alors, on va s'entraîner à pleurer tous ensemble. Et d'enlever le ego et de le laisser à la porte. On est humain, on a des émotions, c'est normal. Et c'est pas une faiblesse du tout. Ouais. Non, au contraire, je pense que c'est même une force. Ouais, je pense aussi. De pouvoir accepter ses émotions et de les prendre comme elles sont et de pas les juger. De pas avoir peur de les juger, exactement, ouais. Je trouve que ça, c'est une force. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Il y a un livre que j'adore, The Alchemist. Ouais, L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste Coelho. J'adore ce livre. Je l'ai jamais fini. Ah ouais? Non. La première fois que je l'ai lu, je l'avais pas fini. J'ai pas après, je l'ai relu 2 fois après ça. Okay. Je me retrouve à le relire des fois, genre périodiquement. Quel autre livre? Après, ça dépend, il y a tout type de livres. Bah non, mais en vrai, c'est un très bon livre, déjà. Mais j'adore ce... Ouais, j'adore ce... Non, mais je sais que j'en ai Qu'est-ce que t'as compris à la deuxième lecture que t'avais pas saisi à la première? Bon, la première lecture, je l'ai fait quand je suis arrivée pour l'école, quoi. Donc, j'avais aucune envie de le lire. Ouais, c'est généralement le pire moyen d'apprécier un livre. Ouais. Non, la deuxième fois, j'ai vraiment compris le livre pour la première fois, quoi. Et ça revient en... Le trésor, il est dans soi. Et je trouve ça magnifique. Et c'est justement cette quête d'avoir cette confiance en soi et de se retrouver soi-même et de comprendre le pouvoir qu'on a en nous-mêmes. Et ouais, j'adore la façon dont c'est écrit, c'est magnifique. Si tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, sur ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre? Doechii. Doechii. Ouais, j'adore l'entendre parler, elle m'inspire beaucoup. Ça serait une collab. Elle est sans filtre, quoi. Et je trouve que... Enfin, en fait, je me demande si elle est vraiment sans filtre. Parce que parfois, je me dis, en vrai, je pense que elle a juste tout réfléchi. Et que c'est une super bonne stratège. Ouais, et de moment, je me dis, j'ai l'impression que elle le fait juste au feeling, tu vois. Aussi, ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des je pense qu'il y a un peu des deux, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, Doechii, ça serait cool, non? Ça serait très chouette. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Si demain, on peut plus retrouver ta musique, on peut plus retrouver ce que t'as écrit, tu dois dire au revoir à toutes les personnes que t'aimes, mais tu peux leur laisser une petite feuille de papier où il y aura écrit les 3 enseignements que t'as envie de leur transmettre, de laisser derrière toi, de laisser à tes futurs enfants. Qu'est-ce que t'écrirais? Magnifique cette question. Qu'est-ce que j'écrirais? De 1... De 1, j'écrirais l'importance de se respecter l'un et l'autre. Je trouve que c'est quelque chose que si on approchait le monde, les gens, ceux qu'on connaît pas, avec plus de curiosité et de respect, on vivrait dans un monde beaucoup plus sain, ouais, voilà, exactement. Première chose. Deuxième chose, it's never black or white. Il y a toujours ce gris dont on parlait au début. Et de rester curieux sur la vie et de rire
La vie est trop courte pour ne pas rire. Et de trouver la beauté dans les petites choses. Je trouve ça, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment pratiquer tous les jours. De ne pas être perdu dans le loop de la vie et de sortir un peu du Matrix. Enfin, je sais pas si c'est le Matrix le bon terme, mais genre de sortir un peu du hamster wheel et d'observer les choses et d'apprécier les belles choses et d'être... je sais pas, d'essayer que chaque moment soit un moment que tu puisses apprécier, tu vois. De ne pas attendre forcément d'avoir plus ou de faire plus. Tout est là déjà. On est là quand t'as ta santé déjà, c'est voilà, une des choses que ma mère m'a toujours dit. Une des choses puissantes que ma mère m'a toujours dit, c'est quand tu as ta santé, t'es riche, tu as tout. Le reste, ça se résout, tu vois. Et ça, de vivre avec de la gratitude. Je trouve que c'est très important. Merci Naïka. Merci à toi, Louise. Merci Naïka d'avoir choisi une Power pour ton premier podcast. J'ai fait mon premier podcast. Yay. Pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus, veulent te suivre, veulent t'écouter, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Vous pouvez aller sur mon Instagram, Naïka, Spotify, YouTube. J'aimerais aussi dire que je suis en train de bosser mon premier album et qui va sortir cette année. Con Dios, Inch'Allah. et donc de garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes aussi pour l'album qui sort bientôt. Trop bien. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Super. Et puis j'espère à très bientôt. Merci. Ma chérie, c'était trop cool.